Je suis né et j'ai grandi dans une famille à revenus modestes, pauvre à la limite. Et il ne se passait pas beaucoup de temps sans que je me dise un jour, je serai vraiment riche. Malheureusement, je ne le suis pas devenu. Objectivement, je pense qu'il y a au moins trois raisons pour lesquelles je ne le suis pas devenu. Peut-être c'est la même chose pour vous. Découvrez donc ces trois raisons, peut-être ça vous aidera aussi. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas riche. Mais pour pouvoir déceler la raison pour laquelle je ne le suis pas devenu, je pense que nous devons remonter le temps de très loin, non pas de quelques décennies, mais de plusieurs millénaires, jusque dans les fondations même de Babylone, une riche ville de l'Antiquité. Quand on évoque le nom de Babylone, il me revient des images de beauté, de splendeur, de richesse. Seulement, pourtant, la prospérité de Babylone ne reposait pas sur leurs abondantes ressources naturelles. Pas du tout. Je ne pense pas, je ne le dis pas de façon péremptoire, mais il n'y avait pas d'extraction de mines, il n'y avait pas d'exportation des bois de forêt, il n'y avait pas de la richesse de silicium, du cuivre, de toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui. La richesse de Babylone reposait essentiellement sur l'ingéniosité humaine. Et plus important encore, la sagesse financière de ses citoyens. Cette sagesse a été brillamment compilée au XXe siècle par George Clason dans son ouvrage intemporel L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre, ce n'est pas seulement un manuel technique ou bien un manuel technique complexe financière, mais c'est une série de paraboles, d'anecdotes conçues pour nous guider en matière financière, pour aider ceux qui le désirent à obtenir de l'argent, à le garder et à le faire fructifier. Exactement les choses que je ne suis pas parvenu à faire. Et c'est dans ce livre, dans ce livre que j'ai commencé à voir, du moins, pas seulement dans ce livre, il y a beaucoup d'autres livres, mais avec ce livre, j'ai commencé à voir un ensemble de choses que je ne réussissais pas à faire. Dans cette vidéo, donc, je ne vais pas simplement résumer cet ouvrage. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire et analyser trois des piliers fondamentaux, trois piliers immuables de la création de la richesse qui peuvent être pertinentes encore aujourd'hui, qui sont d'ailleurs pertinentes dans le monde numérique d'aujourd'hui. Nous allons donc examiner trois choses. Premièrement, la loi fondamentale et non négociable de toute accumulation du capital. Deuxième chose, nous allons examiner le principe crucial et souvent mal compris de la maîtrise des dépenses. Et troisième chose, et enfin, la règle essentielle pour protéger et faire fructifier notre trésor. Bien sûr, vous le savez déjà, j'ai fait un résumé complet de l'ensemble de ce livre, très intéressant, qui relate les différents principes. Il en a évoqué les sept principes différents qui entrent dans ce qui peut être utile pour pouvoir faire créer de l'accumulation. Et ce résumé, je l'ai fait de façon à ce que les parents puissent le lire avec les enfants, que les parents puissent initier les enfants à la création de la richesse, ce que j'aurais aimé vraiment que mon père fasse pour moi. Et donc, le PDF, bien sûr, est en description. Et je le rappelle encore pour ceux qui veulent prendre ce PDF. Pour l'instant, les paiements sont ouverts pour le Gabon et le Cameroun. Probablement dans les jours à venir, ce sera ouvert à l'international, mais ça n'empêche pas que si vous voulez vraiment ce résumé PDF, vous pouvez directement me contacter dans les liens qui s'affichent en dessous de cette vidéo. Donc, prenez votre PDF et savourez les différents principes de l'accumulation de la richesse. Alors, passons au premier point. Le point de départ de toute fortune est un secret fondamental et il est révélé dans ce livre par Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Et il peut sembler d'une simplicité déconcertante, mais c'est une simplicité qui m'a coûté beaucoup. Il ne s'agit pas de gagner beaucoup d'argent et de conserver une partie de ce qu'on gagne. Non, ce n'est pas l'épargne de ce qui reste après avoir dépensé, pas du tout. Mais c'est l'acte délibéré de se considérer comme son premier créancier. Donc, être nous-mêmes notre premier créancier. Dans le livre, Arcade, qui est un jeune scribe pauvre, travaille toute une nuit pour garder une tablette en échange d'un secret
le secret de la richesse que lui promet un vieux prêteur d'argent, et ce prêteur est nommé Alchamish. Ce secret a transformé la vie d'Arcade, et ce secret est le fondateur de toute la fortune de celui-ci. Alors, permettez-moi de lire quel est ce secret, mais derrière ce secret, il y a un point important aussi qu'il ne faudra certainement pas oublier. Alors, nous allons aller à la page 33 et 34 du livre L'homme le plus riche de Babylone. Et voici ce qu'il dit. Alors il me fixa finement d'en dessous de ses sourcils touffus et dit à voix basse, mais avec fermeté. J'ai trouvé la voie de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devait m'appartenir. Il en sera ainsi pour toi. Il continua de me fixer et son regard me transperçait, mais il n'ajouta rien. Est-ce tout? Ai-je demandé. Ce fut suffisant pour qu'un berger devienne un prêteur d'argent, répondit-il. Tout ce que je gagne, je peux le conserver, n'est-ce pas? Lui ai-je demandé. Loin de là, répondit-il. Ne paies-tu pas le couturier? Ne paies-tu pas le sandalier? Ne paies-tu pas pour ta nourriture? Peux-tu vivre dans la ville de Babylone ou Douala ou Abidjan ou n'importe laquelle sans dépenser? Que te reste-t-il de ton salaire du mois dernier et tout ce que tu as gagné l'année dernière? Idiot! Tu paies tout le monde sauf toi. Nigo! Tu travailles pour les autres. Aussi bien être un esclave et travailler pour ton maître qui te donne ce qu'il te faut pour manger et t'habiller. Bien sûr, moi je ne vais pas vous traiter de nigo ni d'idiot, pas du tout. Mais la phrase qu'il faut le plus retenir, c'est une partie de tout ce que je gagne doit m'appartenir. Alchamish opère ici un renversement copernicien de la pensée financière communément acceptée. Nous avons l'habitude de percevoir nos revenus, puis de payer nos factures, nos commerçants, notre bailleur, et puis on voit ce qui va rester s'il reste quelque chose pour nous. En fait, Alchamish dit, c'est une très mauvaise approche parce que cela nous rend un esclave économique. La véritable liberté financière commence lorsque on se paye en premier. Le livre suggère une règle très simple et universelle. Mettre de côté au moins 10% de tous les gains que vous avez. Cette somme n'est plus disponible pour les dépenses. On doit la mettre de côté. Elle devient la graine pour l'arbre de la richesse. Le premier esclave, que ce soit l'argent, l'or, qui va travailler pour vous. Et c'est un acte de discipline. Et cet acte de discipline, c'est le seul qui peut attirer la richesse chez nous. Et voilà l'une des premières choses qui m'a manqué, la discipline. Cette connaissance semble simple, mettre au moins 10% de côté. Mais cela demande une discipline terrible que de le faire. Et je n'avais pas cette discipline. Et probablement, vous ne l'avez pas non plus parce que on est subjugué par nos factures, nos dettes, payer l'électricité, payer ceci, faire la cuisine, manger. On est tellement subjugué par ça que la discipline de retirer 10% est quelque chose de tellement immense pour nous que c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. C'est tellement difficile à faire. On a tellement fait d'une autre façon pendant tellement 10, 20, 30, 40 ans. On n'a jamais mis quelque chose de côté pour soi-même. Et ça demande une discipline tellement rigoureuse que déjà à partir de ce principe, la plupart des personnes vont demeurer pauvres parce qu'on n'a pas la discipline pour se payer soi-même en premier. La première loi étant donc posée, c'est-à-dire épargner le 10e de ses revenus, maintenant, on peut objecter logiquement que comment est-ce que je peux épargner déjà d'abord 10% quand je sais que ce que je gagne même n'est pas suffisant pour ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que mes dépenses sont tellement énormes que ce que je gagne ne suffit pas. Comment je vais encore lever 10% dessus? Eh bien, la réponse d'Arcachas constitue le deuxième pilier de la sagesse babylonienne. Elle repose sur une observation psychologique profonde de la nature humaine et de notre rapport avec l'argent. Et c'est une observation qu'il est très intéressant pour chacun d'entre nous de regarder. Et parfois, et ici, d'ailleurs, la deuxième chose va ressortir avec clarté, vous allez voir. On va sauter, aller à la page 71. Voici ce qu'il dit ici.
Voici. Les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus, à moins que nous ne soyons pas d'accord. Ne confondez pas vos dépenses obligatoires avec vos désirs. Chacun de vous et votre famille avez plus de désirs que vos revenus peuvent satisfaire. Donc, vos revenus sont dépensés pour satisfaire ces désirs jusqu'à une certaine limite. Encore vous reste-t-il beaucoup de désirs insatisfaits. Tous les hommes se battent avec plus de désirs qu'ils ne peuvent en satisfaire. Croyez-vous que ma richesse me donne à satisfaire tous mes désirs? C'est une idée erronée. Il y a une limite à mon temps. Il y a une limite à ma force. Il y a des limites aux distances que je peux parcourir. Il y a des limites à ce que je peux manger. Il y a des limites au plaisir dont je peux jouir. En plus de la discipline, vient une autre chose. Lorsque vous regardez vos dépenses, lorsque vous analysez, vous faites le point de vos dépenses, il faut pouvoir faire la part des choses entre le désir et vraiment les dépenses indispensables. Et là, une chose revient, votre honnêteté personnelle. Parce que nos désirs sont élastiques. Ils tendent à s'étirer, ils tendent à devenir aussi grands que, même si on a une augmentation de salaire, nos revenus, nos désirs aussi vont augmenter. C'est un principe que l'on ne pourrait reprocher à personne. C'est un peu comme la loi de Parkinson. La clé est donc de ne pas confondre les dépenses obligatoires avec les désirs, et ça, je l'ai fait tout le temps. Les désirs sont infinis, c'est comme des mauvaises herbes dans un champ, et ils occupent tout l'espace qu'on peut bien leur laisser. La solution préconisée ici n'est pas une privation austère, c'est-à-dire ne pas de se contraindre, non, mais c'est une lucidité et un contrôle. Donc, il faut étudier vos habitudes avec honnêteté, vos habitudes de vie, lister vos dépenses et établir un budget de façon claire et de le suivre. Le budget n'est pas un instrument de torture, mais c'est plutôt un outil pour se libérer, parce que grâce à cela, vous allez voir des choses qui ne sied pas et que vous devez améliorer, que vous devez changer. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore sur le fait qu'il faut l'honnêteté personnelle lorsque vous analysez ces dépenses. Et c'est cette honnêteté personnelle, elle m'a fait défaut. En plus de la discipline, un manque d'honnêteté personnelle pour savoir différencier qu'est-ce qu'une dépense nécessaire et qu'est-ce qu'une dépense superflue qui est un désir. Il faut donc protéger au moins des achats de deux choses font que beaucoup de personnes ne pourront absolument pas être riches. Parce que l'absence de ces deux choses creuse des trous énormes dans votre portefeuille. Et ça a toujours été le cas depuis des années et des années. Maintenant, quelle est la troisième chose? Si nous avons appris à mettre de côté de l'argent, supposons que nous avons eu la discipline de mettre de côté de l'argent, il y a une autre chose que cet argent doit faire. On disait au départ que cet argent, c'est un soldat. Donc, cet argent doit aller travailler pour créer de l'argent, doit se faire fructifier. C'est ici que se présente le plus grand défi. C'est d'ailleurs même, ça peut risquer un péril parce qu'on peut perdre des années d'effort, des années d'austérité, ou bien des années, bon, je ne vais pas dire d'austérité, des années de discipline, parce qu'on a fait un mauvais investissement. Ah oui. Et d'ailleurs, Algamish lui-même a fait l'expérience de cela quand il le raconte. Après avoir commencé à épargner, une leçon capitale sur la prudence et l'importance de chercher des conseils auprès d'une bonne personne, des personnes compétentes. Je l'ai remis à Asmur, le fabricant des briques. Il m'a dit qu'il partait vers les mers lointaines et qu'il m'achèterait des bijoux rares des Phéniciens à Tyr. À son retour, nous les vendrons à prix élevé et nous partagerons les profits. Tout fou doit apprendre, grommela-t-il. Comment peut-on se fier au savoir d'un fabricant de briques en ce qui concerne les bijoux? Interrogeras-tu le boulanger au sujet des étoiles? Non, parbleu, tu irais voir un astronaute si tu as quelque intelligence. Tes économies sont parties, mon jeune ami. Tu as scié ton arbre de richesse à ses racines. Mais sème-en un autre. Essaie encore une autre fois. Et la prochaine fois, tu veux avoir un conseil au sujet de bijoux, tu vas voir un bijoutier. Si tu veux questionner sur les moutons, tu vas voir le berger. Celui qui demande conseil concernant ses épargnes à quelqu'un sans expérience en la matière devra payer de ses économies pour pouvoir prouver la fausseté des conseils.
Alors, ce texte est un peu long, mais il résume deux choses. Deux choses aussi que nous n'avons pas, que je n'ai pas fait. Premièrement, je n'ai pas appris. Et deuxièmement, j'ai eu des échecs et parfois j'ai abandonné. Donc, ici, c'est de la clarté est redoutable. Le premier principe de l'investissement est la sécurité du capital. Avant de chercher le profit, il faut s'assurer de ne pas perdre la mise que nous avons mise au départ. La plus grande erreur, illustrée bien sûr par Arcade, est de confier son argent à des personnes qui, même si elles sont bien intentionnées, n'ont aucune expertise dans le domaine concerné, dans le domaine dans lequel vous voulez investir. Et là, j'ai fait cette erreur plusieurs fois. N'interrogez pas le boulanger au sujet des étoiles. Cette phrase résume donc la quatrième loi de l'or. L'or échappe à celui qui investit dans des entreprises qui ne lui sont pas familières ou qui ne sont pas approuvées par des experts. Donc, avant de prêter ou d'investir, il faut consulter des hommes et des femmes sages. Des hommes et des sages qui, par l'expérience, manipulent l'argent tous les jours et qui ont de l'expérience pour évaluer les risques. La sagesse de ces personnes qui ont de l'expérience a un travail. Ils protègent notre trésor des investissements douteux et puis des gains impossibles qui sont souvent le piège des imprudents. Oui, beaucoup de personnes imprudentes, on leur a promis monts et merveilles, ils ont mis de l'argent et ils ont perdu leur argent, leur sacré 10% qu'ils ont passé des années à investir. Donc ici, il y a deux choses qu'il faut savoir. En plus de la discipline, de l'honnêteté personnelle, il faut de l'apprentissage. Et dans l'apprentissage, souvent, il y a des échecs. J'ai eu des échecs. Mais une fois que vous avez ces échecs, comme l'a dit tout à l'heure, comme on l'a lu tout à l'heure, recommencez. Recommencez à nouveau. Ne vous fatiguez pas. Le jour où vous fatiguez, vous avez perdu la possibilité de devenir riche, exactement comme ça a été le cas pour moi. L'apprentissage passe par des échecs. Et il faut accepter de pouvoir souvent perdre un peu de l'argent que nous avons mis de côté, mais c'est le prix de l'apprentissage. Bien sûr, je ne le dirai jamais assez, j'ai fait un résumé PDF complet de ce livre, des différents principes de ce livre, magnifique pour les parents, pour les enfants, pour initier les enfants à l'accumulation de la richesse, pour aider les parents à accompagner leurs enfants, même si eux-mêmes sont paumés comme des clous, comme moi-même. Ça n'empêche pas que j'en parle à mes enfants. Alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion de ces vidéos? Les trois piliers que nous venons d'explorer forment un système complet et cohérent pour atteindre la prospérité financière. C'est vrai qu'il y a d'autres choses encore, mais prenons déjà ces trois. Commencez par vous payer d'abord un premier, en mettant systématiquement de côté au moins 1/10 de ce que vous gagnez. Ça, c'est un peu comme la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Deuxièmement, il faut contrôler ses dépenses avec honnêteté intellectuelle en établissant un budget lucide qui différencie nos besoins réels de nos désirs qui sont illimités. C'est un mur de protection qui garde le trésor que nous sommes en train de constituer à l'abri. Troisième chose, faire fructifier notre réserve avec prudence en nous fiant au conseil des personnes qui sont des experts dans le domaine, des personnes qui sont expérimentées dans le domaine de l'investissement que nous voulons faire. C'est le moteur qui fera croître notre fortune de manière sûre et de manière durable. Donc, la sagesse de Babylone n'est pas une formule magique pour devenir riche rapidement, absolument pas. Elle enseigne que la richesse qui demeure est le fruit de la connaissance, de la détermination, de la discipline, de l'honnêteté et bien sûr de l'apprentissage avec des échecs et des erreurs. Ce sont des principes simples, mais leur application requiert une certaine discipline, une volonté de faire. En fin de compte, L'homme le plus riche de Babylone, le livre L'homme le plus riche de Babylone, nous rappelle que la prospérité n'est pas une question de chance, pas du tout. Ou bien une destinée capricieuse que c'est les gens qui... Non. Comme on dit souvent, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, ce n'est pas vrai ici. La richesse, c'est le résultat d'actions sages, répétées jour après jour. Et ces actes répétés jour après jour ont pour travail de nous accompagner tout au long de notre vie pour nous servir, pour nous aider.
Voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que les trois choses qui ont fait que je puisse échouer et que je recommence parce que je suis en phase de recommencer ont été les vôtres aussi, que vous avez gagné quelque chose. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous faites un j'aime, vous partagez aux personnes à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Bien sûr, n'oubliez pas le PDF, il est en description. Prenez votre PDF, consultez avec vos enfants où j'ai détaillé les différents principes que le livre de George Clason révèle dans l'homme le plus riche de Babylone. Bien sûr, je n'oublierai jamais cette phrase, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Si vous voulez être différent et bâtir différemment une richesse aujourd'hui, alors soyez différent. Rendez-vous. À la prochaine.